Euh, je remercie déjà Benoît et Christophe et Carmen pour leur présence avec nous. Et sans plus attendre, je vais les introduire. Je vais vous introduire afin que vous puissiez commencer la présentation. Euh, En principe, le webinaire, la durée est de 90 minutes, de 1h30. Donc, ce à quoi on a pensé, c'est que vous accordez 1 heure pour faire vos présentations et ensuite laisser le temps aux uns aux autres de poser leurs questions sur la dernière partie, les dernières tranches de 30 minutes. Donc, je pense que je vais commencer par Christophe. Chris- euh, Christophe Legrandi, président d'Arcadis, ingénieur en, en gestion et En informatique de également, gestion. voilà, en informatique de gestion et également spécialiste stratégie et attention, excusez-moi, qui va commencer cette première partie et nous présenter les enjeux de l'intelligence artificielle dans la gestion des projets. Et ensuite, Bernard Lalonde, qui n'est plus à présenter, qui a été le président du PMI Montréal de 2008 à 2018 et qui a 30 ans d'expérience dans l'accompagnement des entreprises en gestion des projets, va prendre la suite pour nous faire part de comment dire ça, la gestion des projets organisationnels et le lien à faire le lien entre cette gestion organisationnelle et l'intelligence artificielle. Donc, sur ce, Christophe, je vous laisse la parole pour continuer et commencer votre présentation sans plus tarder. Écoutez, merci Madame la Présidente et bonjour ou plutôt bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais tout simplement, eh bien, vous allez me dire si effectivement vous voyez mes slides. Oui, Vous voyez, c'est bon? Super. Voilà, donc je vous ai préparé, avec Benoît, on s'est évidemment coordonné. On va faire cette présentation en deux temps. Donc effectivement, comme vous l'avez indiqué, moi je vais plutôt parler un peu d'IA générative et en quoi ça impacte aujourd'hui à la fois nos organisations. Et Benoît va effectivement parler plus en détail à la fois aussi bien de la gestion portefeuille, de la gestion de projet et de tout le lien aussi avec la direction générale et notamment la stratégie d'entreprise. Voilà, donc je vous ai préparé une petite présentation, hein. Déjà, pourquoi une telle conférence? Eh bien, aujourd'hui, il faut se le dire, il y a une bombe, hein, une bombe qui a explosé quelque part il y a un peu plus de 2 ans, puisque c'était le 30 novembre 2022. Cette bombe s'appelle ChatGPT, et pour résumer, c'est l'avènement des agents conversationnels. Et pourquoi c'est une bombe? Et pourquoi ça va changer énormément de choses, y compris dans nos pratiques de gestion de projet, mais pas que, aussi dans les projets que les entreprises vont avoir à mener, parce que ça va être un véritable tsunami sur nos modèles à la fois économiques, sur la façon de fonctionner qui est principalement issue du monde industriel et qui va être effectivement percutée parce que l'IA, et plus particulièrement l'IA générative, apporte. Alors, si on en croit le plus grand expert, Kai-Fu Lee, de Chine, il lui dit c'est la plus grande mutation de l'histoire. Et puis aujourd'hui, vous trouverez pléthore d'articles, d'ouvrages sur le sujet. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas un article qui sort sur justement le thème de l'IA générative. Alors, si je devais exprimer qu'en 15-30 secondes de quoi il s'agit réellement, eh bien, tout simplement d'un exploit qui est le suivant, c'est la maîtrise du langage humain. Si on devait assimiler ChatGPT à un événement particulier, c'est ça.
Depuis la conférence de Dartmouth, hein, qui a consacré le terme intelligence artificielle, il faut savoir que donc, les chercheurs travaillent depuis quasiment 70 ans à maîtriser le langage humain au travers de la machine. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça va permettre d'ouvrir des perspectives absolument incroyables, de revenir aussi à la notion d'oralité, hein, chère aussi à l'Afrique, pour les échanges d'informations, mais aussi de connaissances. Mais on va voir que ça va aussi pouvoir nous servir, au-delà du dialogue avec la machine, ça va être aussi pour les machines entre elles. Donc voilà ce qu'on cherche à faire depuis 70 ans, et voilà ce qui a été réussi au travers de l'avènement de ChatGPT. Alors ça va changer tellement de choses que on l'a vu il y a pas tout à fait 2 mois avec le prix Nobel, hein, qui a été décerné de physique, eh bien, à 2 experts justement du domaine informatique, John Hopfield et Geoffrey Hinton. Et on va voir que les deux ont fait avancer l'IA générative comme personne, hein, ces dernières années. Notamment Hinton est à l'origine du T, hein, du transformer de GPT. Et pourquoi c'est un moment très particulier? Eh bien, tout simplement parce que c'est la première fois qu'on attribue le prix Nobel de physique à des non-physiciens. Ça, c'est véritablement extraordinaire et c'est un moment d'histoire, quelque part, dans la sphère scientifique. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'un jour plus tard, il y a eu le prix Nobel de chimie qui a été décerné. Et là, on a 3 hommes qui l'ont obtenu, dont Demis Hassabis, qui est notamment le père de Google DeepMind, quelque part. Et ils ont réussi, hein, les 3 scientifiques, à décrypter une des choses les plus difficiles. Ça fait 50 ans qu'on y travaille. Hein, c'est décrypter quelque part la structure des protéines. Et ça ouvre à la médecine un champ aujourd'hui d'application absolument extraordinaire, hein, dont notamment attaquer la résistance aux antibiotiques. Eh bien là, vous verrez qu'1 jour plus tard, pour la première fois de toute l'histoire des sciences, le prix Nobel de chimie a été attribué à de non-chimistes, mais à des informaticiens qui utilisent, entre guillemets, l'intelligence artificielle. Donc ça va nous amener à un concept qui est tout simple, mais qui est du collaborateur augmenté. Et 1 mois plus tard, il y a un étudiant du MIT qui va publier une étude qui fait d'ores et déjà beaucoup de bruit, hein, dans le lancarneau de la scientifique et de la R&D. Il a réussi à montrer, en fait, en prenant une entreprise américaine avec près de 1200 chercheurs, et il regarde ceux qui utilisaient justement, et on n'est pas encore sur des formes très avancées d'IA et d'IAG en particulier, eh bien, il va montrer en fait que ceux qui utilisent bien l'agent conversationnel, ben, en gros, hein, sont 40, enfin, découvrent de 40% à 44% plus de matériaux et déposent aussi autant de brevets supplémentaires. Quand on regarde leur réelle productivité, elle augmente de près de 80%, ce qui est absolument phénoménal. Alors, qu'est-ce qu'on va discuter? Ben, 3 choses. Déjà, tous les concepts et enjeux qu'il faut connaître de l'IA, et plus particulièrement de l'IA générative, mais surtout d'expliquer que ça va être un vrai facteur de transformation. Et dans le facteur de transformation, ça veut dire beaucoup plus de projets à gérer. Et donc, de fait, hein, le PMI va prendre une importance toute particulière dans cette transformation, parce que ça veut dire bien plus de projets, mais ça veut aussi dire, en partie 3, que l'IAG peut aussi révolutionner la gestion de projet et on peut en faire plus peut-être en utilisant justement à bon escient cette IAG. Donc il y a vraiment une approche duale de l'IAG. D'un côté, elle va amener de nouveaux projets et de l'autre, elle va révolutionner la gestion de projet elle-même. Alors commençons sans plus tarder par les enjeux de l'IA et de l'IAG. Juste savoir qu'il y a eu 2 courants qui se sont affrontés, les symboliques, dont je faisais moi-même partie à la base, quand je préparais ma première thèse de doctorat, versus les connexionnistes. Alors les symboliques, hein, sont des gens très prétentieux qui, dès le départ, voulaient ou ambitionnaient de simuler le raisonnement humain, hein,
d'essayer de faire raisonner une machine comme un humain. Ils ont fait des choses. Hein, les moteurs de règles, les systèmes experts, vous en avez entendu parler, mais on va voir qu'on est dans une logique qui est intéressante parce qu'elle est traçable, hein, elle est explicable, mais malheureusement, ils ne sont pas allés au-delà, hein, d'une logique, si je devais donner qu'un terme, de logigramme. Hein. Si la couleur est bleue, je fais ça, si c'est vert, je fais ça, et si c'est orange, je fais rien. Donc, apport intéressant, hein, mais très cartésien, très logique. Et puis, à côté de ça, il y a les connexionnistes, beaucoup plus modestes, puisqu'ils essayaient simplement de trouver un rond dans une image. Et pour trouver un rond dans une image, je ne vous cache pas que c'était particulièrement complexe, parce qu'il faut débruiter l'image, il faut faire de la reconnaissance de forme, de couleur, etc. Ça coûtait très cher. Et finalement, quand ils y arrivaient que par approximation. Donc, contrairement aux symboliques qui sont très précis, tout est traçable, le connexionniste l'est beaucoup moins. Mais par contre, on s'est aperçu que dans les approches des connexionnistes, en développement, ce qu'on appelle le machine learning, qui était plutôt pour résoudre des problèmes multifactoriels, il y a eu le fameux deep learning, s'appuyant sur les réseaux de neurones, qui a véritablement fait avancer la science. Donc, entre les symboliques et les connexionnistes, c'est clairement les plus modestes, c'est-à-dire les approches connexionnistes qui aujourd'hui ont fait le plus avancer l'IA et l'IAG en particulier. Donc je suis moi-même un loser, hein, puisque je faisais partie de la première école, celle qui était arrogante, prétentieuse, qui a fait des choses, mais qui évidemment n'a pas apporté tout ce que les connexionnistes ont fait. Et il faut reconnaître que dans le fonctionnement du cerveau, le deep learning et le réseau de neurones, les symboliques en rêvaient, les connexionnistes l'ont fait. Alors une fois qu'on a dit ça, eh bien, il y a différentes technologies aujourd'hui dont on peut profiter et sur lesquelles s'appuie l'IA générative. Évidemment, la démocratisation de la puissance informatique à travers l'avènement du PC, 1981, Internet qui nous donne aujourd'hui un accès à une multitude de données, le smartphone qui permet d'avoir l'ordinateur dans sa poche, et le métavers, mais surtout la notion de jumeaux numériques, hein, qui vous verrez est un concept très important, pas en tant que réalité augmentée, etc., où il y a des applications évidemment intéressantes, mais je crois beaucoup plus Bonsoir à dans la tous, logique excusez-moi. de métasystème. Alors, Bonsoir, si on laisse... excusez-moi. Monsieur Pape Amadou Ndaw, votre caméra est activée, si vous nous entendez. Oui, alors, Monsieur le présentateur, je vous voyez m'excuse, toujours mes vraiment. transparents? Oui, Oui, oui. OK, Christophe, désolé, allez-y, merci. on règle le problème en interne. D'accord, merci. Donc, l'idée du métavers, c'est d'imaginer un métasystème du système existant, du système opérant. Et là, vous verrez que ça va ouvrir des perspectives absolument incroyables, notamment pour repenser le système d'information d'entreprise. Et donc, ChatGPT qui arrive dans tout ça. Donc, alors si on peut couper les micros, ce serait peut-être une bonne chose, parce que sinon, ça va être difficile pour moi de parler là. Oui, hein, je pense, Madame la Présidente, que ou Michael, vous prenez la main s'il y a des choses à évoquer, sinon ça va être compliqué. D'accord, on va le faire. Super. Donc, on a véritablement tout ça, hein, qui se cumule aujourd'hui. Alors, l'IA générative, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement des données d'entrée, hein, sous forme textuelle, podcast, vidéo, image, qui passent à travers l'apprentissage profond. Donc, c'est des réseaux de neurones. Et ça, pourquoi ça s'appelle génératif? Parce que ça permet de générer de nouvelles données qui sont sous la même forme, hein, de texte, d'image, vidéo, de son. Même avec en entrée un texte, hein, on peut générer quelque part aujourd'hui des vidéos, du son, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'apprentissage profond, ce n'est pas ici le but, mais on est dans une complexité vraiment impressionnante. Pourquoi? Parce que quand ChatGPT 3.5 est sorti, il faut savoir que c'est l'équivalent d'une centaine de couches, 96 exactement, et sur chaque couche, il y a de 1 à 2 milliards de paramètres. Chaque couche a une fonction, et c'est dans l'accumulation justement de ces fonctions, hein, où on se passe quelque part l'information d'une couche à une autre, hein, une couche qui va débruiter l'image, une autre qui va reconnaître les formes, l'autre les couleurs, etc., qu'on va réussir effectivement à reconnaître une image, décrypter le son, etc., etc. Donc l'apprentissage profond, ça pourrait être effectivement une intervention à elle toute seule.
Mais c'est ça qui a permis de maîtriser le langage humain. Alors, dans ChatGPT, il y a deux composantes, hein. La partie GPT, on va voir, c'est vraiment au cœur, quelque part, de l'usine, hein. Et on va avoir Chat, qui est la partie conversationnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans GPT, ben, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle le LLM. C'est finalement cet apprentissage profond, hein, le passage de beaucoup de données au travers de l'apprentissage profond va générer finalement un LLM, et c'est ça qui, effectivement, a permis de maîtriser le langage humain. Alors, pourquoi c'était aussi difficile de maîtriser le langage humain? C'est tout simple, hein, c'est que le langage humain est, je dirais, construit sur la base d'unités lexicales, syntaxiques et sémantiques. Lexical, syntaxique, c'est très facile pour une machine à reconnaître. Par contre, le sémantique, c'est très compliqué, voire complexe. Pourquoi? Ben parce que si vous prenez, par exemple, un terme du dictionnaire français, vous avez entre 4 à 20 acceptions différentes. Donc, si je dis la maison est isolée, on ne sait pas si elle est isolée phoniquement, thermiquement ou si elle est dans la nature quelque part. C'est ça l'exploit qui a été effectivement relevé via justement l'apprentissage profond. Et ça tient en quoi? En ce qu'on appelle un LLM. Alors, le chat, c'est la partie conversationnelle. Et ce sont ces deux composantes aujourd'hui qui constituent, hein, à la fois ChatGPT, mais ce qu'on va appeler plus généralement des agents conversationnels. Il y a quelque part une belle représentation pour comprendre un petit peu la mise en perspective de GPT dans le domaine de l'IA. Vous l'avez en haut à droite, c'est tiré d'ailleurs d'une publication du PMI, hein, où on a l'intelligence artificielle qui représente tous les courants, hein, le courant comportementaliste, le courant symbolique dont j'ai parlé, le courant aussi connexionniste. Dans le courant connexionniste, j'ai le machine learning, le deep learning et justement les LLM. Et l'IA générative s'appuie justement sur les LLM et GPT est un exemple, hein. Ce n'est pas toute l'IA générative, bien entendu, il y a souvent une confusion des experts ou plutôt des charlatans, hein, qui disent que GPT c'est de l'IA générative. Non, c'est une partie de l'IA générative. Et donc, une fois qu'on a dit ça, ben, on va voir que c'est une véritable révolution. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que déjà dans les usages, on utilisait tous un moteur de recherche. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, si Google ne fait rien, c'est une société qui pèse 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Eh bien, demain, elle sera morte. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que entre un moteur de solution et un moteur de recherche, les gens vont privilégier ce fameux moteur de réponse ou moteur de solution. Et donc, Google, qui a 80% de son business model qui s'appuie sur de la publicité, eh bien, vous imaginez, du jour au lendemain, ils vont perdre ces 80% et ce sera terminé. Donc voilà pourquoi une société comme Google, que personne n'imaginait en difficulté, peut potentiellement être ubérisée. Et il y a pire, c'est que OpenAI, maintenant, va même introduire ce qu'on appelle Search GPT, qui est un modèle aussi, qu'on appelle un moteur de recherche, qui lui cite ses sources en plus et qui va complémenter le moteur de réponse. L'avantage, hein, on savait que dans les LLM, ils sont entraînés jusqu'à une certaine date, souvent 6 mois, 1 an avant qu'ils sortent. Et donc, ils ne sont pas à jour, hein. Si on regarde qui a gagné la dernière CAN, ils seront incapables de le dire. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, si on va chercher à jour sur Internet et en couplant le moteur de réponse au moteur de recherche, on verra qu'on a l'avantage des deux mondes. Alors maintenant qu'on a dit ça, je me suis amusé à prendre un document du PMI, hein, le rapport annuel, tout bêtement. Et si je demande à mon IA générative et plus particulièrement à mon agent conversationnel, peux-tu m'extraire les points clés de ce rapport? C'est quand même un rapport de 67 pages. Regardez, en moins de 20 secondes, ce qu'il est capable de me faire, c'est de sortir effectivement une synthèse plutôt très pertinente, puisque je me suis même permis de la montrer à Montréal et avec les experts du PMI qui représentent le board. Et effectivement, tout le monde a été impressionné par cette synthèse. Alors, derrière la maîtrise textuelle, il y a aussi ce qu'on appelle la multimodalité, hein, qui date de l'été dernier. Et là, qu'est-ce que ça permet de faire? Des choses extrêmement sympathiques. D'ailleurs, une société qui a compris ça, qui pèse déjà plusieurs dizaines de millions de dollars,
juste sur un seul cas d'usage, c'est tiens, j'ouvre mon réfrigérateur, peux-tu me proposer 3 recettes à faire en moins de 15 minutes pour 3 personnes? Eh bien, vous verrez que sur ce simple cas d'usage, et quand on maîtrise un peu les techniques d'IAG, eh bien, on est capable de le faire en quelques heures de travail, et cette société, évidemment, a déjà valorisé une petite fortune. Alors, qu'est-ce que l'on dit? Eh bien, aujourd'hui, c'est que GPT-3 avait un peu le niveau d'intelligence d'un enfant, d'un collégien, va-t-on dire. GPT-4, l'intelligence d'un lycéen. Et GPT-5, qui est en train de sortir, c'est l'intelligence d'un doctorat. Donc 5, on l'attendait pour fin d'année, vraisemblablement, il sortira en début d'année. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce premier chapitre? Ben déjà, que la machine maîtrise le langage. Et ça ouvre toute une perspective incroyable. C'est clairement un game changer. Et ce n'est pas lié à l'IAG qui va remplacer le collaborateur, mais c'est le collaborateur augmenté, hein, celui qui travaillera avec ces outils, qui va, lui, remplacer le collaborateur qui n'aura pas accès à ces outils ou qui n'aura pas été formé. Alors maintenant qu'on a dit ça, pourquoi c'est un facteur de transformation aussi important? Il faut revenir à la nature des choses, aux fondamentaux de l'économie. Hein, on vient tous du domaine agraire, hein, c'est ce qu'on appelle l'économie primaire, où Angus Madison, en haut à droite, a montré qu'en moyenne, si on reste dans l'économie agraire, ben, on génère 500 $ par an par habitant. Pour les pays qui ont fait la révolution industrielle, eh bien, on est passé à l'ère, ce qu'on appelle secondaire. Eh bien là, en matière de PIB, de génération hein, de richesse par habitant, on est passé de 500 à 5000 $. Et aujourd'hui, il y a un troisième secteur, hein, qui est le secteur tertiaire, comme on l'appelle. On va trouver les banques, les assurances, etc. Où là, en termes de génération de richesse, on passe de 5 000 à 50 000 $ par an par habitant. La première s'appelait la révolution industrielle. Elle a été faite par les pays que vous connaissez, aussi parce que l'inspirateur, c'est Adam Smith, qui était écossais. Donc, ce n'est pas étonnant que ce soit les Britanniques qui ont été les premiers à faire la révolution industrielle, suivi des Français. Et après, bien plus tard, des États-Unis, des Allemands qui ont un peu rattrapé par leur démographie et qui en PIB, après en valeur absolue, sont au-dessus, mais en valeur relative, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Et il y a aujourd'hui la révolution servicielle qui, elle, est devant nos yeux et que surtout, hein, l'Afrique ne peut pas passer à côté, ce qui a été le cas dans la révolution industrielle, pour justement hein, enrichir ses habitants. Donc c'est tout un secteur qui s'ouvre, qui va être différent de la révolution industrielle. Et donc, il va amener énormément de projets. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, toutes les entreprises issues du modèle industriel, quasiment sans exception, vont se retrouver en grave difficulté. Elles avaient à peu près 100 ans d'espérance de vie. Si on prend les 500 premières multinationales américaines, c'est tombé à 15 ans aujourd'hui. Et ça montre bien qu'il y a un changement de business model, de modèle d'affaires, d'où la stratégie est aussi importante, hein, élément sur lequel reviendra aussi Benoît. Mais on est clairement dans un changement sociétal et structurel aujourd'hui. Hein, le monde industriel, on aura toujours besoin d'industrie, évidemment, mais ce n'est plus lui qui va amener et qui va créer la richesse principale. Hein. Ça va être un peu comme dans le domaine agricole, c'est 3 à 5% du PIB maximum, sauf dans les économies qui sont encore très agricoles. Donc ça, c'est un élément. Mais surtout, le passage du modèle industriel au modèle serviciel va amener de nouvelles logiques. Et ces nouvelles logiques, il faut vraiment les comprendre. Parce qu'on va tirer des leçons, justement, de ce qu'on appelle les nouveaux barbares. Mais d'un autre côté, ce sont aussi les sociétés qui ont réussi à capitaliser sur cette révolution servicielle. Alors, qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristiques? Les Google, les Apple, les Facebook, les Amazon, mais aussi les Natou, qui sont 2 fois plus jeunes mais qui vont 2 fois plus vite, les Batix, les équivalents chinois, ben, qu'est-ce qu'elles ont? Eh bien, c'est justement, elles ont des caractéristiques suivantes, c'est qu'elles utilisent des business models asymétriques. C'est-à-dire, elles ne font pas forcément leur chiffre d'affaires sur leur cœur de métier. Par exemple, Google est un exemple type.
Leur savoir-faire, c'est le moteur de recherche, et ils gagnent de l'argent non pas par leur savoir-faire, puisqu'ils ne le vendent pas, mais en le mettant à disposition. On va voir que c'est comme un billard à plusieurs bandes. Eh bien, en le mettant à disposition, vont avoir beaucoup de gens qui l'utilisent, eh bien, avoir beaucoup de personnes qui passent devant la vitrine, tiens, je peux exploiter ça, hein, ce flux de personnes, en mettant des pubs et en monétisant quelque part ce flux de personnes grâce à la publicité. Mais je pourrais m'arrêter là, il ne s'arrête pas là. Il regarde encore qui passe, hein, vous, moi, etc., récolte ces données et les vendent. Et sont ensuite, après agence publicitaire, ils sont aussi quelque part vendeurs de data. Voilà ce qu'on appelle un business model asymétrique. Ça, dans le monde industriel, on ne connaissait pas cette notion-là. Ce qu'on constate aussi, c'est que demain, on va passer d'un métier à un autre, hein, la vitesse de la lumière. Quand on interroge, par exemple, Elon Musk, patron de Tesla notamment, eh ben, il va vous dire, moi, non, Tesla, non, 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 je ne suis pas manufacturier automobile, je suis aussi assureur. Parce qu'il dit, je connais bien mieux que les assurances classiques mon client, parce que je mesure chaque seconde des millions de paramètres. Donc en cela, j'aurai une meilleure gestion du risque et donc je serai meilleur assureur. Donc on voit ce côté, hein, agilité, de passer d'un métier à l'autre. Ce qui les caractérise aussi, c'est le côté data-centrique. La donnée a vraiment beaucoup de valeur et elle est clé, ce qu'on n'avait pas forcément dans le monde industriel et encore moins dans le monde agricole. On essaie aussi de devenir des entreprises plateformes, parce que si on arrive comme Amazon, par exemple, à être sur un métier et dans le e-commerce d'être la référence, eh bien, on devient une entreprise incontournable. Et puis, ce qui caractérise aussi en termes de réflexion, eh bien, c'est que la réflexion classique, raisonnement analytique, gérer des choses compliquées, va être dépassée par la pensée systémique, hein, qui est différente, qui aborde les choses effectivement sous une toute autre dimension. Et ça aussi, ça va caractériser nos organisations, en tout cas celles qui vont réussir demain cette révolution servicielle. C'est pour ça que la notion de Klaus Schwab, qui est le fameux inspirateur des entretiens de Davos, aujourd'hui est complètement dépassé. Il parle, lui, de quatrième révolution industrielle, mais il n'a rien compris. C'est pas ça, c'est pas une nouvelle révolution industrielle, l'arrivée de l'IA, de l'IAG. C'est bien plus que ça, c'est un changement véritablement de paradigme de l'économie mondiale. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, qu'est-ce qui est important? Eh bien, c'est tout simplement de se dire, on parle tous aujourd'hui de transformation. Mais est-ce qu'on sait ce qu'est un processus de transformation? Eh bien, nous qui enseignons ça avec Benoît, en tout cas toutes les composantes, on a voulu justement présenter ce modèle. Il n'y aura pas de transformation, et vous verrez que ça va mettre aussi toute l'activité du PMI en valeur, puisqu'il n'y a pas de transformation s'il n'y a pas une mission, une vision, si on n'est pas clair là-dessus. Et ça commence tout de suite après par élaborer une stratégie. Hein, la stratégie, c'est l'ambition de l'organisation, tout en innovant. Hein, d'un côté, on a la partie stratégique et de l'autre, on a la partie tactique. Ça donne des idées. Des idées, ce ne sont pas des projets. C'est pour ça que vous verrez toute une gradation. Quand on sélectionne les meilleures idées, on appelle ça de la gestion de portefeuille de projet, on appelle ça de la gestion d'investissement. J'ai mis plus modestement l'analyse de la valeur, qui devient aussi un des points clés des travaux du PMI. Et bien, c'est comme ça qu'on va passer de l'idée au projet. Et un projet, eh bien, il faut le gérer. C'est le management de projet que vous connaissez bien. Ça donne des solutions. Mais une solution, ça ne crée pas encore de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il faut gérer le changement pour que la valeur soit au rendez-vous. Donc pour nous, le processus de transformation et de modernisation, c'est ça. Ça passe par une phase d'idéation, une phase de valorisation, une phase de réalisation, une phase de change. Ça, c'est de la gouvernance, ça, c'est de la valeur, et ça, c'est le changement. Donc, on n'aura pas de réussite aujourd'hui si on n'a pas compris que la gestion de projet s'inscrit dans un processus plus large qui est un processus de transformation. Et c'est ça que le haut management d'entreprise aujourd'hui doit comprendre, parce que ça ne sert à rien d'être les meilleurs sur une des composantes et d'être faible sur l'autre. Pourquoi? Parce que souvent, on m'a demandé quelle est la performance aujourd'hui de mon processus de transformation, qui semble être plutôt une question complexe. En fait, elle n'est pas si complexe que ça, parce qu'à partir du moment où on a posé la problématique, on s'aperçoit que justement,
le processus de transformation, c'est un processus chaîné. Et quelle est la performance d'une chaîne? Eh ben, c'est tout simplement le maillon le plus faible. Donc, ce qui est intéressant dans ce processus-là, c'est que moi, je vois des entreprises qui sont vraiment des cadors en gestion de projet. Industriels, projets de recherche, projets de nature numérique, ou etc. Super. Ils ont appliqué tous les principes du PMBOK. Génial. Le seul problème, c'est qu'ils ne font pas les bons projets. Parce que dans l'analyse de la valeur ou la gestion de portefeuille de projet, ils ne sélectionnent pas les bons projets. Donc, ils font très bien les mauvais projets. Donc, ce n'est pas du tout ça le but dans le processus de transformation. Il vaut mieux être moyen sur toutes ces composantes managériales que très bon sur certaines et très faible sur d'autres. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie? Clairement, on vit dans un monde qui a été façonné par la révolution industrielle, la spécialisation notamment, qui fait qu'on a métiérisé l'entreprise, qu'elle soit administrative ou pas, mais qui minore clairement l'importance de l'innovation et de la culture projet. Pourquoi? Parce que quand nous sommes nés, qu'est-ce qui permettait vraiment de créer de la richesse? C'était de faire la même chose plus vite, moins cher. Donc, ce n'était pas d'innover. On s'enrichissait beaucoup plus vite parce que les grandes innovations et inventions sont derrière nous. Je pense à l'avion, je pense à la locomotive, je pense à l'automobile. En fait, il suffisait de produire la même chose plus vite, moins cher pour effectivement créer de la richesse. Donc voilà pourquoi la culture projet, elle est aussi faible encore dans nos entreprises. Et vous êtes, je sais, les dignes représentants de cette pratique, mais cette pratique est aujourd'hui incontournable. Donc la révolution servicielle va apporter de nouveaux concepts. On l'a vu notamment business model asymétrique, multimétier, entreprise plateforme, et forcément nous oblige à changer de paradigme de logiciel. La création de valeur, la gestion de portefeuille de projet, la gestion de projet sont véritablement au cœur de la transformation de nos organisations. Alors une fois qu'on a dit ça, eh bien pour conclure, oui, c'est intéressant que le PMI se soit intéressé récemment avec une publication du 1er octobre, vous avez sans doute vu, je ne vais pas revenir dessus, mais qui montre que l'IAG peut intervenir sur de nombreuses phases, la planification, la prise de décision, le suivi de projet, communication, gestion documentaire, formation et développement. Ils sont même allés jusqu'à présenter un modèle qui est intéressant, entre qu'est-ce que la machine va prendre en charge en fonction de la complexité de la tâche et l'humain aussi, le partage avec l'humain. Donc c'est plutôt un modèle intéressant. Mais ce que je voulais faire, c'est moi de vous donner deux exemples qui ont 25 ans quasiment d'écart. Un exemple qui est très concret, on est dans la gestion de projets plutôt de construction. C'est un exemple qu'on a nous-mêmes mené. Ça a été fait auprès d'une entreprise française qui est les Chantiers nationaux industriels de la Méditerranée, qui construisait des bateaux, mais en fait, comme ils n'avaient plus de bateaux à construire, ils ont utilisé leur savoir-faire. Et c'est quoi la technicité dans un bateau? C'est la chaudière. Ils se sont dit, tiens, comment pourrait-on utiliser ce savoir-faire si jamais on n'a plus de commandes? Ah, bah tiens, finalement... une usine d'incinération, ça fonctionne comme un bateau, c'est une grosse chaudière au milieu, et quelque part, notre technicité va nous permettre d'aller sur ce business-là. Ils s'y sont allés, et l'air de rien, c'est devenu, vous le verrez, une entreprise de premier plan sur la construction d'usines d'incinération. Et quand ils m'ont fait venir pour faire une stratégie numérique, eh bien, ils avaient quelque part un peu toutes ces caractéristiques. Le temps moyen d'une usine pour la monter, la réaliser, c'est 24 à 30 mois, 40 types d'équipements, des dossiers d'études chaudières, 3500 heures, des taux de modification importants. On avait 5000 plans fournisseurs x2. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça représente. C'est monstrueux en termes de gestion de projet. Et alors, en utilisant un principe qui est justement data-centrique, c'est de dire, mais finalement, vous partez de la CAO-DAO, mais on pourrait utiliser les techniques de système de gestion des données techniques et surtout de maquettes numériques en mettant les données au centre. Et ça va nous amener, ce qui existait déjà dans d'autres secteurs, mais pas encore dans le bâtiment, l'ingénierie collaborative. Et regardez, en utilisant cette technique, en mettant les données au centre, avec des outils qui ont permis effectivement d'accompagner tout cela,
ben, ça a permis de faire moins 24% sur le temps de réalisation d'une usine et moins 18% sur le coût de montage d'une usine. La qualité, c'est-à-dire les problématiques à traiter, dysfonctionnements, eh bien, la qualité a augmenté de plus de 170%, ce qui est absolument énorme. Cette société qui vivotait, après notre passage, eh bien, tout simplement est devenue une des sociétés les plus rentables et est devenue leader européen. Donc tout ça, c'est pour expliquer que certes, l'IA-l'IAG va encore booster nos affaires, mais que si on n'a pas des principes d'approche où on met la donnée au centre, où on va travailler différemment, on ne changera rien et on ne créera pas de valeur. Autre cas, et je sais qu'il y a de nombreuses personnes parmi votre chapitre qui sont aussi des informaticiens. Là, je passe du monde du bâtiment au monde informatique. Là, on va utiliser les techniques alors d'IAG, plus particulièrement, pour voir quelles sont les grandes problématiques à traiter quand je suis informaticien. Eh bien déjà, rédaction d'un cahier des charges, génération d'une backlog, évaluation des charges, maquette de l'application, génération de code, génération des tests unitaires, rédaction du cahier de recettes, etc. On a pris une équipe, c'était sur une équipe de 100 personnes, on a pris les 10 meilleurs. Les développeurs, les chefs de projet, véritablement les plus aguerris, qui ont été vraiment soigneusement sélectionnés comme étant déjà les cadors. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, tout simplement, là, on allait au-delà de l'agent conversationnel, on leur a mis des agents intelligents, voire du multi-agent, qui est aujourd'hui un peu le nec plus ultra de ce qu'on est capable de faire en IAG, pour instancier les différents processus et regarder en matière de productivité ce qu'on a gagné en matière de délai, c'est absolument incroyable. Et là, ça a été fait sur 10 personnes. On a des gains de productivité de l'ordre de 300 à 500%. Donc c'est énorme, parce que ça veut dire qu'avec une personne, on est capable de développer 3 à 5 fois plus de projets, tout en diminuant les délais et quelque part en augmentant la qualité. Alors, rapidement, et je terminerai là-dessus, on a déployé un modèle. Pourquoi ce modèle? Parce qu'aujourd'hui, dans l'IAG, tout le monde, la grande majorité, fait la même erreur. On part tout de suite bille en tête sur des POC, des proof of concept. Or, ce n'est pas du tout la bonne pratique. Il faut aujourd'hui d'abord acculturer en interne pour bien comprendre et faire bien comprendre aux dirigeants de quoi il s'agit, mettre en place la gouvernance, travailler avec les métiers pour identifier les besoins à plus forte valeur ajoutée, faire des formations sur l'ensemble des collaborateurs. Et il n'y a qu'une fois qu'on aura fait ça, eh bien qu'on va pouvoir, après avoir identifié et sélectionné les POC à plus forte valeur ajoutée, eh bien qu'on pourra se lancer effectivement dans ces premiers prototypes, tout en révisant la stratégie, tout en accompagnant de manière les RH, etc. Et puis si ça donne effectivement les résultats escomptés, on pourra effectivement déployer ces solutions et on arrivera à ce qu'on appelle l'entreprise augmentée. Alors je vais aller très vite parce qu'on a développé aussi une méthode pour identifier l'époque à plus forte valeur ajoutée. C'est basé sur la matrice d'intensité informationnelle des processus. On intègre derrière le poids de chaque activité et la complexité. Ça nous permet, quelque part, l'époque. En général, on en identifie dans une entreprise 150 à 250. C'est assez conséquent. Et là, on arrive, au travers de différents algorithmes, à voir les projets les plus attractifs. Priorité 1, forte valeur ajoutée, faible coût. Vous connaissez sans doute ce genre de matrice de type coût-valeur, ainsi que les projets très attractifs. Et c'est amusant parce qu'au travers de toutes les expériences qu'on a, on a fait de nombreuses expériences au Cameroun, en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, on en a fait en Europe, bien entendu, eh bien on arrive toujours sur la fameuse loi de Pareto. C'est amusant qu'elle se révèle être, c'est 20% des projets représentent 80% de la valeur. Donc c'est ceux-là, évidemment, qu'on fera en premier. Juste au passage, cela nous a d'ailleurs permis d'obtenir un prix prestigieux en France, c'est le Cador de l'intelligence artificielle, où on a salué justement la méthode la plus percutante pour aborder justement l'IAG. Alors ça, c'est comment je déploie. Ce que j'ai fait, c'est en vert, super. Ce qui est jaune, c'est en cours. Rouge, ça n'a pas encore été fait. Ça permet justement de se dire, je n'arriverai pas à l'entreprise augmentée par hasard. Il y a vraiment un chemin à parcourir.
Alors, j'ai fini pour ma partie, donc je vais passer la main à Benoît, que vous attendez tous. Donc, moi, j'étais juste là pour chauffer la salle, hein, sachez-le, et introduire le sujet. Là, maintenant, on a Benoît qui est là, puis vous voyez que c'est plus qu'une célébrité, puisque, et c'est pas un fake, ça, hein, j'en témoigne moi-même, puisque Bill Clinton, 42e président des États-Unis, qui a été pendant 8 ans en charge de la première économie mondiale, eh bien, vous voyez, salut, Maître Benoît Lalonde, hein, qui a été président du PMI de Montréal pendant 8 ans et 10 ans administrateur. Donc, cher Benoît, à toi de jouer.